ou en tout cas, la charte de Kukan-Fouga a protégé le droit à la vie 7 siècles avant la Déclaration universelle des droits de l'homme au profit des Africains. Et que les Africains n'ont pas à avoir un complexe culturel. C'est comme je causais avec le sergent-chef et d'autres. Je leur disais que ne me reprochez pas de porter des vêtements en coton si vous me savez cultivateur du coton. Donc les cultivateurs du droit à la vie, dans cette histoire que nous décrivons, sont bien les auteurs de Kukan-Fouga. Et ils n'auront aucun mal à se reconnaître dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, après la Déclaration universelle des droits de l'homme et les indépendants, je disais donc qu'il y a la Constitution du Sénégal. Le référendum qui a été voté à plus de 94% nous fait état de l'article 7 qui dit que la personne humaine est sacrée, elle est inviolable. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et maintenant, nous entendons, une fois que le statut de la personne humaine a été déterminé, nous entendons le mot qui revient. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité. Donc le mot sûreté est remplacé par sécurité, mais c'est la même compréhension. Au libre développement de sa personnalité, donc au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toute mutilation physique. Et bien, l'article 7 dit, le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables. Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine. Donc, le motif de notre conférence ici est reconnu par l'article 7 de la Constitution du Sénégal comme la base de toute communauté humaine. Donc, au Sénégal ici, à la différence de Kukan-Fouga, c'est là où je dis leur différence. Il me reste encore 7 minutes, ou 8 hein? Voilà. Donc, c'est là où, c'est pourquoi il y a 44 articles dans la charte de Kukan-Fouga, j'en ai pris un, parce que nous aurions pu passer l'après-midi et le lendemain ici, mais au moins l'après-midi. Donc, pour faire référencer, c'est-à-dire qui peut plus pour moins, n'est-ce pas? C'est la vie qui englobe toutes les activités. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la vie. Donc les Africains ont protégé par Kukan-Fouga la vie il y a aujourd'hui 788 ans. La Déclaration universelle aussi nous le montre par l'article 3, et je suis en train de lire l'article 7 de la Constitution du Sénégal, qui atteste que le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits inviolables et inaliénables de l'homme comme base de toute communauté humaine, après avoir rappelé que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toute mutilation physique. C'est ce Sénégal qui, contrairement à la charte de Kukan-Fouga, parce que la charte de Kukan-Fouga, la punition pour atteinte à la vie, c'est la mort. Tuer le tueur. Le Sénégal a appliqué une telle politique quand Ibou Ndafa Faye a attenté à Demba Diop et quand Maguette Lo a essayé de tuer Senghor à la prière de la Tabaski.
Ibunda Fafaye a été exécuté en 1967, en avril, et Magadlo a été exécuté en juin en 1965, la même année, à peu près 2 mois d'écart. Ce sont dans les recherches les 2 exécutions, donc par l'application de la peine de mort connue au Sénégal. En 2004, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté l'abolition de la peine de mort. Maintenant, au Sénégal, un assassin ou un criminel, tu vois, de la matière va être, sa peine va être commuée en détention à vie. Alors, le Sénégal se trouve maintenant dans le lot de la majorité des États membres de l'ONU qui ne tuent plus les coupables. C'est-à-dire, il y a plus de 163 pays même, sur 194, qui n'appliquent plus la peine de mort. Et le débat continue. Il y a des pays qui continuent à appliquer la peine de mort, mais la plupart ne l'appliquent plus. Voilà une grande différence, n'est-ce pas? Puisqu'à Koukan-Fouga, si vous tuez, vous êtes tué. C'est pour protéger la vie. Au Sénégal maintenant, si vous tuez, alors qu'on a 2 exemples de tueurs ou de tentatives, parce qu'en droit pénal, la tentative peut être considérée comme consommée. Si vous prenez le voleur qui essaie de voler, on le juge comme s'il a volé. Donc le meurtre, c'est pareil. Donc nous avons eu 2 exécutions en 1967 et il n'y en a plus. Et en 2004, le Sénégal a aboli la peine de mort. Voilà les incidences et les exemples que je voulais montrer pour la parenté entre Koukan-Fouga, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution du Sénégal sur la protection du droit à la vie. Mais ce droit à la vie aussi a des conséquences. C'est-à-dire que la liberté dont on parle, la charte de Koukan-Fouga a traité de l'esclavage. À l'article 20 par exemple, et dit ne maltraite pas l'esclave. Donnez-lui un jour de repos par semaine. Ne le maltraitez pas, donnez-lui un jour de repos par semaine et faites cesser son travail ou faites-le cesser à des heures raisonnables. C'est-à-dire, s'il doit descendre à midi, il ne faut pas le faire travailler jusqu'à 6 heures. S'il doit descendre à 6 heures, il ne faut pas le faire travailler jusqu'à minuit. Donc ça, c'est une façon d'humaniser l'esclavage. Mais on voit que la charte prend des dispositions. Si la charte dit ne maltraitez pas, parce qu'il y a des gens qui maltraitent, et à partir de ce moment, ils cessent de maltraiter. Si la charte dit faites cesser le travail à des heures raisonnables, c'est qu'il y a des gens qui débordent sûrement. Et la charte dit vous êtes propriétaire de l'esclave, on est propriétaire de l'esclave, mais pas du sac qu'il porte. C'est-à-dire distinguer les deux. Mais l'ancêtre de Koukan-Fouga qu'on appelait le serment des chercheurs, j'ai le texte ici, quand le temps le permettra, peut-être je vais lire, qui a vécu de 1212 à 1222, avait une position radicalement différente par rapport à l'esclavage. Cette position radicalement différente était le rejet et la suppression de l'esclavage. Donc, peut-être c'est sous l'influence de contraintes sociales, comme vous l'avez remarqué avec les États modernes, cette signature du contrat pétrolier ou gazier, on a d'autres ambitions et après il y a tellement de pression, on commence par équilibrer un peu parce qu'on ne peut pas faire davantage. Et donc, il y a un compromis. Il y a un compromis. Parce que quand l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut, il a tendance à faire ce qu'il peut. Mais cet article 20 de Koukan-Fouga se retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire 7 siècles après. Mais comment?
Là, la position est radicale. Nul, personne, ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Plus d'esclavage, plus de servitude. C'est à l'article 4. L'esclavage est la traite des esclaves sous toutes ses formes. L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes sont interdits. Là, c'est l'interdiction. Ce n'est pas, il ne faut pas maltraiter l'esclave. Voilà. Là, il n'y a pas de, ce ne sont pas des conseils en vue d'une bonne gestion de l'esclave, mais c'est l'interdiction de l'esclavage. Et j'ai un de mes fils qui travaille en Mauritanie, qui m'écoute avec une certaine attention, peut-être parce qu'il sait que dans cette société là-bas, le problème se pose plus qu'à Boudan, par exemple. Mais cette société mauritanienne et ses populations aussi, notamment du sud, sont dans l'espace de Kourkan-Fouga. Donc, c'est à ces gens qui pratiquent l'esclavage que Kourkan-Fouga dit ne maltraitez pas l'esclave, faites cesser son travail à des heures raisonnables et ne vous rendez pas propriétaire de son sac, puisque vous êtes propriétaire de lui, mais pas du sac qu'il porte, c'est-à-dire de le priver de tous ses biens. Quant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est dit nul, personne, aucun ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Voilà une différence pour un deuxième droit fondamental entre Kourkan-Fouga et la Déclaration des droits de l'homme, même si Kourkan-Fouga incite, n'est-ce pas, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà les deux points focaux sur lesquels je voulais revenir et mentionner les femmes, puisque nous sommes au foyer des femmes. Les femmes ont une dignité à Kourkan-Fouga parce qu'elles sont nos épouses et nos mamans. Personne n'est né sans le mariage ou la rencontre de ses parents. Et personne ne devient parent sans avoir été enfant. C'est Kourkan-Fouga qui explique que les femmes ont des rizières et les hommes ont des champs. Les femmes étaient représentées à Kourkan-Fouga. Et c'est Kourkan-Fouga qui demande de les associer à tous les actes de gouvernance, à la gouvernance du pays. Donc ce qu'on appelle Tcheu dans la langue wolof, les femmes l'ont dans les sociétés de l'espace culturel de Kourkan-Fouga, c'est-à-dire les différents pays que j'ai cités jusqu'au nombre de 6, je crois, existent depuis 788 ans au moins. Donc c'est ce que la parité est venue confirmer. C'est un souci qui existe dans la société. De donner à la femme ce qui lui revient. Et maintenant, dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme universelle, on parle des êtres humains. Donc quand on parle, non seulement on parle de l'égalité des droits des hommes et des femmes, mais cette appréciation de l'égalité vient de la définition de l'article 1er, par exemple, qui traite de l'être humain. Nek, mo, nit. Et ainsi de suite dans toutes les langues parlées dans ce pays, à ce pays-là. Il y a 6 langues nationales plus les langues codées ou non codées. C'est-à-dire chaque langue utilisée comprend parce qu'elle a une expression pour ça. Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droit. Donc ça vaut pour l'homme et la femme. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Kourkan-Fouga rappelle souvent la nécessité de cette fraternité. C'est elle qui se traduit aussi dans l'amitié des peuples, dans l'amitié des personnes. C'est elle qui est mise en avant pour combattre la vanité, parce que Soumaoro en était l'incarnation. Et ils disent que la vanité est signe de faiblesse, l'humilité est signe de grandeur. Donc le statut de la femme est aussi ancien par rapport à cette description, à ce qui est institué à Kourkan-Fouga. Je pense aussi aux handicapés, dont ceux qui ont voulu venir ici et qui n'ont pas pu. Soundiata lui-même a été handicapé jusqu'à l'âge de 17 ans. Et dans les cours d'histoire des élèves, je pense que beaucoup s'en souviennent et peut-être ont des souvenirs plus frais que les miens. Et ça rejoint au mot de Mandé Sikikan, c'est-à-dire l'on souffre un temps mais pas éternellement. Soundiata est l'exemple de cette vie, donc il faut savoir endurer. Donc, je termine les incidences avec l'analyse de ces deux droits, le droit à la vie et l'esclavage en passant. Et je pourrais même ajouter pour les femmes et la dot, qu'on appelle la dot. À l'époque de Soundiata et à Kourkan-Fouga, la dot était de 3 taureaux. Un pour la femme exclusivement et 2 pour ses parents. Cette dot existe dans le droit sénégalais. Évidemment, il y a des personnes qui sont importantes. Le mariage est fait à 10 millions, d'autres à 6 millions. Mais la loi sénégalaise, la dot est à 3 000 francs, exclusivement pour la femme, et 15 000 francs pour les réjouissances. Ça fait à peu près 18 000 francs. Il paraît qu'à Touba, il n'y a pas longtemps, on a fait passer la dot à 26 000 francs. C'est une décision peut-être des autorités de Touba, peut-être face aux dépenses exagérées, ou pour rendre possible le mariage, parce qu'il paraît qu'une tradition du prophète dit que si le mari n'a pas la dot, que la femme accepte et en échange qu'il lui enseigne quelques versets du Coran. Ça vaut la dot. Alors, c'est dire que la dot elle-même, elle est prescrite par rapport au mariage dans Kourkan-Fouga. 3 taureaux aujourd'hui, ça devrait faire 900 000 francs. La femme aurait au moins, n'est-ce pas? Puisque dans Kourkan-Fouga, un taureau, ça fait 4 moutons ou 4 chèvres à l'échange. Celui qui a acheté son mouton de Tabaski à 100 000 francs, 4 chèvres sont 400 000 francs. Donc la moyenne du taureau au prix du mouton de Tabaski est de 400 000. Moi, quand j'ai voulu l'acheter la dernière fois où je l'ai acheté, j'ai pu l'avoir à 300 000 indicatif. Donc 3 taureaux feront 900 000 francs. 2 pour les parents et 1 pour la fille. Avec la loi, la dot appartient à la fille, à l'épouse. Mais la dot est prévue. Donc voilà en résumé ce que nous pouvons dire de l'importance des femmes et de la manière dont Kourkan-Fouga veille sur eux. Mais la plus grande exigence, quelles que soient les transformations après, c'est le respect de la femme et de ses droits, parce qu'elle est une épouse et une maman. C'est-à-dire, Soundiata, tout le monde a entendu parler des rapports de Soundiata et de Sogolon, sa maman, jusqu'à ce qu'il est allé déterrer un baobab pour que sa maman ait du kandé, du nard, parce qu'elle était victime d'ostracisme. Donc, les enfants les plus glorieux ou les moins glorieux sont toujours les enfants de femmes et d'hommes. Donc, ont toujours une maman en perspective. Voilà ce qu'il fallait comprendre aussi sur l'importance des femmes. Maintenant, je vais terminer la phase ultérieure, c'est celle des intervenants, en rappelant tout simplement la jeunesse. À l'indépendance, nous étions 3 millions,
Aujourd'hui, nous sommes à peu près 18 millions de cartes. Un point de presse chinois, Xinhua.com, a interrogé le président Macky Sall à l'époque. Il a dit qu'il y avait 76% de jeunes. Or, ces 76% ont moins de 35 ans. La médiane de ces 35 ans est de 19 ans. Et l'électeur plein au Sénégal, s'il est conforme aux dispositions légales, est de 18 ans. C'est l'âge de la majorité. Donc, la moyenne d'âge des 76% des Sénégalais est plus jeune de 1 an que la moyenne d'âge. C'est-à-dire 18 ans par la loi électeur, et la moyenne d'âge est de 19 ans. Donc, ce qui rend les jeunes, et les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes, dépassent de moitié les hommes. Donc, les femmes et les jeunes, plus les vieux, sont une cible, sont les intervenants locaux importants avant d'en appeler à la responsabilité. C'est pourquoi on parle de responsabilité individuelle et collective. Puisque Koukan Fouga s'applique à la peine à quiconque enfreint les règles, mais chacun est chargé de veiller aux règles. Chacun. Donc ça appelle la responsabilité individuelle. Quant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des dispositions qui répètent que cette obligation existe. Mais comment conclut l'article 30 par exemple? L'article 30 dit aucune disposition de cette déclaration n'implique pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte qui vise à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Donc l'État, le groupement et l'individu sont appelés à la responsabilité de veiller à ces droits. Donc c'est pourquoi les jeunes que j'ai cités, il n'y a pas de jeunes sans vieux, il n'y a pas de jeunes sans femmes. Donc avec une bonne compréhension du droit à la vie et la capacité de négocier, de discussion et d'échange,